Allez, ravi de vous retrouver dans le temps de l'info et ravi de vous recevoir Thierry Marx. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous en ce matin de Noël. Chef étoilé, président de l'UMI, le principal syndicat des professionnels de la restauration et de l'hôtellerie. Et vous êtes de retour en librairie aussi depuis le 21 novembre, je le signale, avec un nouvel ouvrage, on va en parler. Deuil, des chemins pour la vie, vivre c'est apprendre à choisir, aux éditions Le Cherche-Midi. Vous avez passé un beau réveillon ? Oui, professionnel. Vous avez travaillé ? Alors non, je suis resté proche des équipes parce qu'on essaye dans le maximum de nos restaurants de donner le 24 et le 25 pour garder le 31 et le 1er. Et puis pour la brasserie de la Tour Eiffel, là évidemment on était très opérationnel et c'était un très bon réveillon. Qu'avez-vous mangé ? Très très simple, moi c'était volaille champignons. Oui, mais bon, on dira pas quel champignon. On imagine que c'est de toute façon très 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 bon. Bon, je vais rentrer un peu dans le vif du sujet parce que en fait, ce qui va nous intéresser en premier lieu, c'est quand même votre rôle de président de l'UMI. Ouais. Est-ce que vous êtes rassuré par l'arrivée de ce nouveau gouvernement ? Rassuré, oui, parce que là, enfin, il y avait eu le gouvernement Barnier, évidemment, ça n'a échappé à personne qui est tombé. On avait commencé à reprendre des actions et pour travailler avec les membres du gouvernement. Nouveau gouvernement, il faut reprendre les dossiers. Et donc, rassuré, oui, parce que la dissolution, pour nous, ça a été une période de stupéfaction et de glaciation, parce que les entreprises ont mis le pied sur le frein, et bien évidemment, ça a des conséquences sur nos activités. Vous avez payé l'instabilité politique ? Nous payons l'instabilité politique et on va la payer sur du long terme. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut reprendre tous les dossiers et évidemment, ça va nous conduire à 6-7 mois. Un dossier, quand vous parlez de la digitalisation, par exemple, ou des meublés touristiques, parce qu'il y a eu une avancée là-dessus, sur l'ubérisation du travail, tout un tas de choses qui touchent directement notre secteur d'activité, sur lesquelles il faut travailler sur le fond et pas simplement sur la forme. Et on a l'impression que depuis de nombreuses années maintenant, on travaille sur les urgences, mais plus assez sur le projet à long terme. 20 restaurants ferment chaque jour, Thierry Marx. C'est ça le chiffre, c'est ça la réalité ? C'est la réalité de la Banque de France aujourd'hui. C'est les tribunaux de commerce qui nous tirent la sonnette d'alarme là-dessus. 20 établissements en moyenne ferment chaque jour. Un établissement qui ouvre, 5 qui ferment et qui sont remplacés bien souvent par des enseignes qui sont des enseignes plutôt d'industrialisation d'une cuisine qui est une cuisine qui n'a pas les vertus que pouvait avoir le fait maison, la garantie d'un très bon produit dans les futures enseignes. Est-ce que ceux qui ont voté la motion de censure sont des irresponsables ? Je ne dirais pas ça, parce que je ne m'autorise pas à dire ça par rapport à ma fonction. Je dirais, je garde cette phrase de Churchill, moi j'aimais bien la fin de sa vie, il écrit « Les gens ne veulent plus être utiles, ils veulent être célèbres ». Et je pense que dans ce silo qui est devenu l'Assemblée nationale, eh bien nos adhérents nous disent mais qu'est-ce que c'est que tout ça et où on va avec un tel brouillard développé dans cet endroit. On a l'impression qu'on veut protéger tout le monde. Moi, je pense qu'il y a un grand projet à trouver, qui est un projet de prospérité nationale. Il faut remettre un grand projet en place. Par quoi ça pourrait passer, un projet de prospérité nationale ? Je dirais organiser un peu le débat pour l'élever un petit peu. Tous les sujets aujourd'hui sont des sujets extrêmement clivants. Le coût du travail est un sujet clivant. On voit bien que le coût du travail n'est pas abordé sérieusement. À chaque fois, on en fait une affaire d'État, mais il faut élever le débat là-dessus. Aujourd'hui, on voit sur ce coût du travail qui est plus vraiment pris en compte, eh bien on voit l'ubérisation du travail. Et ça, c'est inquiétant sur l'ubérisation du travail, parce que quid du modèle social français ? On veut défendre les retraites, ce qui est parfaitement entendable, mais aujourd'hui, moi, je vois que les gens qui sont auto-entrepreneurs se sont multipliés par 3. Donc ça veut dire que les URSSAF, même le patron des URSSAF dit, eh bien 40% de ces gens ne payent pas leur charge sociale. Donc ça veut dire qu'on a un modèle social qui est oxydé, et il faut élever le débat, le dédramatiser un petit peu pour trouver des solutions. Aujourd'hui, par exemple, dans nos métiers de l'hôtellerie-restauration, on voit des gens qui sont auto-entrepreneurs, or que c'est illégal. Et il y a des plateformes en France qui sont installées pour faire de l'auto-entrepreneur. Donc il faut remettre un petit peu la mairie au milieu du village, je dirais, et puis dédramatiser le débat pour l'élever un petit peu. Mais aujourd'hui, sur les sujets de fond, il faut, on n'a pas d'écoute. On n'a pas d'écoute sur les sujets de fond. Pas d'écoute des gouvernements Les gouvernements successifs, on en parle. On se dit, attendez, ça c'est pas l'urgence. On va vous parler des titres restaurants, par exemple. Voilà un sujet qui on vous dit, si vous êtes contre les titres restaurants pour la grande distribution, c'est que vous n'êtes pas solidaire. La profession montre qu'elle est solidaire. 575 millions d'euros de manque à gagner pour les restaurateurs. Je finis. 575 millions d'euros de manque à gagner pour les restaurateurs. 800 millions d'euros envoyés à la grande distribution. Nous, on se dit, tranchons.
on a proposé à la ministre, à l'époque, Madame Ferrari, de dire, créons un titre alimentation, ce qui aiderait beaucoup plus de gens sur cette fracture sociale aujourd'hui dans leur problème de pouvoir d'achat. On va revenir sur la question des tickets restaurants et je vous assure qu'on va prendre le temps. On va même regarder un reportage de TF1 sur le sujet. Mais je voyais la main de Yael se lever et on y revient après. Et avant l'ubérisation, vous parliez du coût du travail. Oui. Est-ce que dans le débat budgétaire qui va revenir en janvier, on va recommencer évidemment à travailler sur un budget à l'Assemblée nationale, est-ce que vous posez comme condition ne touchez pas aux allègements de charges? On sait que c'était l'un des problèmes du budget Barnier où on revenait un petit peu sur la mesure totémique d'Emmanuel Macron. Est-ce que oui ou non, il faut laisser tranquille les allègements de charges patronales? Bien évidemment, on voit que ces charges sont très lourdes, quasiment les plus lourdes en Europe, et elles ne produisent pas grand-chose, si ce n'est de ralentir la croissance des entreprises. Bien sûr qu'il faut évoquer cela, et puis évoquer de ne pas faire de coup de rabot sur l'apprentissage. Il manque 200 000 postes dans ces métiers de l'hôtellerie-restauration. Il n'est pas question d'empêcher ou de ralentir la formation professionnelle, surtout pour des publics qui cherchent un projet métier. Parce qu'on a toujours l'impression que tout va bien, mais il y a quand même un public en France qui cherche un projet métier et qu'on doit aider dans la recherche d'un projet métier. Et tout ça sont à ne pas toucher, c'est presque à sacraliser aujourd'hui de ne pas toucher à l'apprentissage. On va parler donc des tickets restaurants. Vous voyez, la promesse, elle était là. Elle était là, elle était pour tout de suite. La chute de l'exécutif a mis en pause l'examen de la proposition de loi visant à prolonger en 2025 l'utilisation dérogatoire des titres restaurants pour acheter tout type de produits alimentaires, dont ceux non consommables immédiatement, comme de la farine ou des pâtes, par exemple. Faute de texte voté à temps, il ne sera donc plus possible d'acheter ces produits avec ces titres restaurants à partir du 1er janvier prochain. Reportage d'Amandine Crève, Jacques Boivin. Même ses courses du réveillon, Laetitia les paie en partie avec ses titres restaurants. J'ai fait une petite course et puis j'ai pu dépenser tous mes tickets resto. 25 € le montant maximum. Depuis 2 ans, il est possible d'utiliser vos titres restaurants pour l'achat de tous les produits alimentaires, comme votre riz, votre farine ou encore vos pâtes. Mais à partir du 1er janvier, cela va changer. Ça m'embête si ça change le procédé parce que je veux pas tellement au restaurant. Tant que c'est de l'alimentaire, pour moi, ça devrait rester utilisable. Cette mesure aurait dû être prolongée l'année prochaine. Mais avec la censure du gouvernement précédent, il n'y a pas eu de vote au Parlement. Dès janvier, vos titres restaurants serviront uniquement à payer les sandwichs et boissons à consommer immédiatement. Un retour en arrière qui n'arrange pas les enseignes de la grande distribution. Il faudra reprogrammer nos caisses pour que les bons produits soient acceptés et surtout, et le plus important, former l'ensemble de nos hôtes et hôtesses de caisse. Et ça, ce ne sera pas la mince affaire. La Fédération du commerce et de la distribution demande au nouveau gouvernement de prolonger le dispositif. Argument à l'appui. Les Français financent en partie leurs titres restaurants. Ils ont le droit de choisir comment ils les utilisent. À l'inverse, pour ce restaurateur, cette interdiction est une bonne nouvelle. Depuis que les titulaires de titres restaurants peuvent les utiliser en supermarché, il estime avoir perdu un quart de sa clientèle pour déjeuner. Ces titres restaurants, c'est pour aller au restaurant. Voilà, c'est pas pour aller faire ses courses. Les restaurateurs demandent à la direction de la répression des fraudes d'effectuer des contrôles en supermarché dès le 1er janvier. Vous, Thierry Marx, vous, les restaurateurs, les commerçants, vous dénoncez donc les distributeurs qui veulent s'affranchir des règles. Et dans un courrier à la répression des fraudes, 9 organisations professionnelles, dont la vôtre, alertent sur la volonté de certaines enseignes de ne pas se conformer, on vient de voir, à la loi qui évoluera à partir du 1er janvier. Vous êtes venu sur ce plateau aussi aujourd'hui pour relancer ce bras de fer extrêmement déterminé ? Oui, bien sûr, parce que d'abord, titre restaurant, le nom l'évoque, c'est pour les restaurateurs, et fléché vers les restaurants. Encore une fois, je le redis, c'est pas pour flécher vers la grande distribution. Mais en même temps, soyons innovants. Profitons de ce nouveau gouvernement pour être un petit peu innovants et de créer un titre alimentation. D'ailleurs, quand vous avez un titre restaurant, c'est 15% de gens qui travaillent qui ont accès à ces titres restaurants. Agrandissons autour d'un titre alimentation qui permettrait à 80% des salariés de bénéficier d'un titre alimentation qui serait très clair. Aujourd'hui, les émetteurs de titres disent on est prêt. La grande distribution
pourrait quand même s'entendre avec les émetteurs de titres pour faire un titre alimentation. Je rappelle qu'il existe déjà en Angleterre, qu'il existe dans les Pays-Bas, donc c'est pas quelque chose de très nouveau, et ça permettrait d'élargir un petit peu et d'aider les personnes sur leur pouvoir d'achat et de rendre aux restaurateurs ce qui leur appartient. Cette proposition de titre alimentation, elle a déjà été formulée. Elle a des dizaines de fois. Elle est reçue de quelle manière? Est-ce qu'on vous claque la porte au nez ensemble, ou est-ce que c'est vraiment une idée qui est en train de prendre forme, vie? Mais parce qu'il faut ramener ça en permanence sur la table, comme on pourrait dire vulgairement, mais ça arrivera un jour, parce que ça me paraît extrêmement nécessaire. Dans un pays où il y a 14% de gens qui sont sous le seuil de pauvreté, 5 millions de gens à l'aide alimentaire et 1 million de travailleurs pauvres, il y a un sujet sur le fond. Justement, c'est l'argument qui vous est renvoyé, de dire regardez combien il y a de personnes dans la précarité alimentaire, et vous voulez... Mais vous ne touchez que 15% des salariés. Ce qui vous est renvoyé, c'est justement de dire il y a tant de personnes dans la précarité alimentaire, et aujourd'hui vous les privez de la possibilité d'acheter des farines et des pâtes. Non mais vous savez, ça ne me renvoie pas mon argument, vous savez très bien que c'est ce qui vous est renvoyé. L'argument, il est stupide et il est défendu par la grande distribution. C'est une erreur. Ils ont qu'à montrer de la créativité, le gouvernement et la grande distribution, pour créer un titre alimentation qui toucherait plus de 80% des salariés, pas seulement 15% des salariés. Et je rappelle que d'aller au restaurant, de permettre il y a une culture du restaurant, il y a un lien social au travers du restaurant. C'est pas simplement de se dire aller au restaurant, c'est se poser, retrouver un écosystème social au fait de s'asseoir à table et de défendre. Et je termine sur mon titre alimentation, c'est aussi fléché vers la grande distribution, un titre alimentation qui flécherait vers des produits franco-français de l'agriculture française. Vous faites d'une frappe deux coups, c'est-à-dire que vous permettez à des gens de mieux se nourrir plus largement en fléchant vers l'agriculture française. Vous perdez combien à cause de la dérogation? C'était 575 millions d'euros. 575 millions d'euros. Le manque à gagner pour les restaurateurs. Au moment où je vous parle, on ferme 20 restaurants en France par jour. Les mots sont extrêmement forts dans ce bras de fer avec la grande distribution. Je voyais les mots dans le Figaro de Leïla Raoult, qui est déléguée générale de la Fédération du commerce de la distribution, et qui regroupe la plupart des enseignes de la grande distribution, et qui fustige une initiative ridicule. Elle critique un acte désespéré face au mauvais lobbying des restaurateurs pour empêcher les Français d'utiliser leur titre restaurant. Elle parle d'un combat d'arrière-garde. Elle dit ils se positionnent contre leurs clients, contre leurs consommateurs. Mais cette dame est payée et salariée de la grande distribution. Je l'entends. Comment elle défend que nous envoyons 875 millions d'euros vers la grande distribution qui n'a pas besoin de nous pour améliorer ses marges, et comment je fais perdre 575 millions d'euros à des restaurateurs? Il y a un sujet. On a interrogé les émetteurs de titres. Moi, j'ai rien à voir et rien à gagner avec personne. Donc je dis, il faut interroger les émetteurs de titres. Je l'ai fait dès mon arrivée dans ma mandature pour leur dire, il va falloir ouvrir à un titre alimentation. Et ils m'ont tous répondu, on est prêt pour ça. Donc à un moment donné, si ce gouvernement veut être créatif, et ce que je lui souhaite, eh bien, c'est d'ouvrir à un titre alimentation. Oui, Elgoz. Et vous êtes sûr que ça va changer, Barnier-Bayrou, parce que la ministre en charge de la consommation, tout était prêt. Hein, le projet de loi devait passer là avant Noël, et puis on recommençait comme avant, et vos tickets resto, vous allez au supermarché avec en 2025. Vous êtes sûr que ça change entre l'équipe Barnier et l'équipe Bayrou? Je tiendrai les mêmes propos. Est-ce que ça va changer? Je pense qu'on peut avoir de prendre le temps de la réflexion et de se dire il faut que ça change, et il y aurait une vraie avancée sociale, je dis bien, je pèse mes mots en disant cela, une vraie avancée sociale en créant un titre alimentation. D'ailleurs, comme je viens de l'évoquer, il élargirait un peu la possibilité des gens qui ont un problème de pouvoir d'achat et de les aider, et puis d'aider aussi nos agriculteurs à pouvoir flécher vers leurs produits. Certains vont plus loin que ça, sécurité sociale alimentaire. Oui. Il y a une proposition de loi qui a été déposée mi-octobre par le député écologiste Charles Fournier. C'est expérimenté dans pas mal de villes de France. Elle n'est pas inintéressante. Richard Ramos au Modem aussi défend ça. Elle n'est pas inintéressante. On a un vrai problème d'alimentation aujourd'hui en France. Vous avez sur cette fracture sociale, c'est construit une alimentation à deux vitesses. Une alimentation pour les gens qui vont bien et qui ont un reste à vivre suffisant. Et puis une alimentation pour les gens qui, le 10 du mois, sont obligés d'acheter des prix, donc des produits pas toujours très bons pour leur santé. Donc il faut regarder cette proposition d'un bon œil, parce que je pense qu'il y a un vrai sujet de coûts de santé publique sur l'alimentation aujourd'hui en France. Vous prenez position sur des sujets extrêmement politiques assez régulièrement, en réalité, Thierry Marx, notamment sur la question de l'immigration. Vous avez encore déclaré récemment, mais sauf erreur de ma part, si je regarde mon industrie, vous avez 20% de travailleurs issus de l'immigration. S'ils ne sont plus là, je ferme un quart des établissements. On a un Premier ministre qui dit cette semaine croire à l'intégration par le travail. Mais on a Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui pense que l'immigration n'est pas une chance. S'il vous regarde, s'il nous regarde, la Bruno Retailleau,
ce matin. Vous avez envie de lui dire quoi, Bruno Retailleau ? Je pense que Bruno Retailleau est un homme qui peut regarder les choses dans l'urgence et puis aussi d'élever un petit peu le débat. Aujourd'hui, moi, ce ne sont pas mes chiffres. Quand je suis arrivé, j'ai pris ces chiffres comme ils étaient, 20%, et c'est la DARES qui me fournit ces chiffres, 20% de gens qui sont dans nos métiers sont issus de l'immigration. 2, je pense que le moteur d'un projet métier et de l'intégration par le travail est une bonne chose. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut régulariser des gens qui seraient un danger pour notre République française, bien évidemment. Donc, encore une fois, on n'arrive pas à apaiser le débat. Dès qu'on parle d'émigration, c'est où je suis pour, où je suis contre. Encore une fois, il va falloir que nous apprenions à élever le débat et à l'apaiser sur ces sujets d'immigration. Est-ce que vous avez été inquiété par la nomination de Bruno Retailleau au ministère de l'immigration ? Non, je pense que ce sont des gens... de l'intérieur. J'ai pas été inquiété par la nomination de M. Retailleau. Je pense que ce sont des gens qui ont suffisamment de recul. À un moment donné, il va falloir aussi arrêter de répondre uniquement à l'urgence et de travailler sur le fond. Et je pense que clairement, les citoyens attendent ça. Est-ce que vous avez été tenté par la politique, vous ? Est-ce que vous l'êtes ? Non. Alors pas du tout, parce que je crois que le maximum de la politique, c'est d'avoir fait du syndicalisme. Et je retournerai à ce que j'aime faire, c'est travailler sur nos écoles d'inclusion et d'insertion. Mais ça vous plaît ou pas, ce rôle C'est une fonction qui me plaît parce que c'est le seul moyen de réformer les choses. Si vous pouvez rester sur la touche et ne rien réformer, moi quand je suis arrivé dans ce syndicat, je l'ai dit tout de suite, vous m'avez élu, je suis là pour réformer un certain nombre de choses qui ne fonctionnent plus dans un syndicat qui était un ancien modèle et d'aller vers une modernisation du monde syndical et du monde syndical patronal. Oui, vous vouliez élever le débat, soyons précis. Est-ce que vous êtes contre la remise en cause de la circulaire Valls qui permet aujourd'hui encore de régulariser dans les métiers en tension, ce qui est le cas dans la restauration ? La circulaire Valls a répondu à un moment donné à des problématiques. Vous avez des gens qui sont contre de l'intégration de gens émigrés, c'est ça. Et puis finalement, quand c'est dans leur entreprise ou dans leur circonscription, ils disent « Non mais pour moi, c'est pas pareil ». Donc la circulaire Valls a permis ça. Je pense qu'il faut revoir un peu cette circulaire et l'adapter dans l'instant dans lequel on est. C'est pas normal d'avoir des gens dans notre pays sur le débat. Vous n'avez pas le droit de travailler, vous n'avez pas le droit d'être là. Vous savez, quand vous êtes en situation d'être un migrant, vous êtes sur le sol dans un pays où on ne veut pas, vous n'êtes pas en légalité, donc vous êtes un délinquant. Et la délinquance, c'est très fragile parce que ça fragilise la personne. Elle peut être amenée à un esclavagisme, parce que les gens vont se dire qu'elle est en fragilité, je veux là, ou de tomber dans la délinquance. Donc à un moment donné, la régularisation par le travail, pour moi, est une bonne régularisation, parce que ça vous permet de regarder où sont les personnes. Quand vous ne savez pas où sont les personnes et qu'elles sont dans votre pays, il y a un sujet. Encore une fois, il faut apaiser ce débat, le regarder intelligemment et dire voilà ce qui sont les faits, ce qui n'empêche pas d'être bienveillant avec les gens. Dur avec les faits, c'est une chose, bienveillant avec les gens, c'est nécessaire. Et je pense qu'il faut regarder les faits dans le détail. Vous ne pouvez pas, comme ça, amalgamer. Mais comme on n'arrive pas à apaiser le débat, et sur ce plateau, vous en êtes les premiers témoins, eh bien, c'est compliqué aujourd'hui. Et le citoyen, quand moi j'interroge mes adhérents, c'est pas du tout ce qu'ils attendent d'un monde politique. C'est poser les choses, regarder les faits, et surtout qu'on ait un projet. Et que je vous parlais d'un projet de prospérité nationale, de dire il faut repartir dans un projet de prospérité. Qu'est-ce qui fonctionne ? Qu'est-ce qui ne fonctionne plus ? Et c'est ce que je fais dans mon syndicat. Je regarde ce qui fonctionne, ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionne plus, et ce qui pourrait fonctionner. Moi, je n'étais pas prêt dans mon syndicat à me dire, mais la digitalisation de nos métiers, je n'étais pas prêt. Pourquoi ces plateformes, qui sont des plateformes américaines en général, nous prennent 20% de notre chiffre d'affaires ? C'est un sujet. On n'a pas su faire une plateforme française ou européenne. Il faut s'y coller. Vous voulez un booking de la restauration ? Mais un booking de l'hôtellerie. De l'hôtellerie, mais pour le moment, c'est à l'arrêt. Enfin, ça n'a pas l'air de prendre beaucoup. C'est à l'arrêt. Alors, non, je vais répondre à cela. On a bien avancé sur le dossier. D'accord. On a un certain nombre d'acteurs qui vont essayer de nous aider à faire une plateforme qui soit au moins coûteuse et surtout qui soit fiscalisée en France. Aujourd'hui, vous prenez des plateformes américaines qui sont absolument pas ou très peu fiscalisées en France. On en vient à votre livre. Ah oui. Votre livre, bah oui, puisque après la stratégie de la libellule, on passe à toute autre chose, ça je vous l'accorde, sans transition. Après la stratégie de la libellule qui a été publiée en 2018, vous revenez donc ces derniers mois avec un ouvrage qui s'appelle Deuil, des chemins pour la vie. Vivre, c'est apprendre à choisir, aux éditions du Cherche Midi. Je vais être très simple dans ma question. Pourquoi écrire sur le deuil ? C'est un sujet
si douloureux. Il y a effectivement un niveau dans le deuil quand on perd un proche, un parent. C'est très dur et très douloureux. Mais ce qui vous fera tenir, c'est de remettre en perspective les choses et de remettre en projet. Sinon, vous vous enfoncez. Et puis de savoir lâcher dans la vie, de couper avec des choses qui vous nuisent, qui vous alourdissent, qui vous ralentissent. Et on vient d'en parler dans un sujet politique. Il y a des choses qui ne fonctionnent plus. Et comment je coupe ? Comment je ne garde pas la nostalgie de certaines choses qui, finalement, nous ralentissent ou nous empêchent à la verticalité. Moi, cette verticalité, je la retiens du livre du général de Gaulle, quand il écrivait sur le fil de l'épée, il disait « Regardez toujours au-dessus de la ligne d'horizon ». Mais quand vous avez un deuil et que ce deuil vous traumatise, finalement, il vous tire vers le sol, et un sol qui va vous ensevelir. Donc l'idée du projet est de montrer qu'à un moment donné, il faut lâcher. Et c'est ce qu'on n'arrêtait pas de dire dans nos écoles, souvent. Vous savez, la formation est gratuite, mais rigueur, engagement, régularité. Rigueur, c'est votre projet, votre verticalité. L'engagement, c'est de lâcher la main du passé. Et quand je prononçais ces mots face à face avec des personnes, je ne sais pas aussi simple que ça, il faut être aidé. Et c'est vrai qu'il faut être aidé des fois quand il faut lâcher la main du passé. Et donc ce petit essai modeste, je ne suis pas un grand écrivain, sur l'école du deuil, dit je retiens ça d'un photographe et d'une photographe, Mathilde Leclerc, qui me disait « Moi, je fais le choix des images, et je fais le deuil de certaines. Ils ne sont pas vendues, peut-être même jamais sorties. » Et je regardais la mémoire d'un soldat français en Indochine qui avait des tonnes de photos et qui est mort avec Pierre Schoendorfer a survécu, mais lui, Perrault, a disparu dans la jungle vietnamienne. Et il disait ça aussi, j'ai fait le deuil de certaines photos parce qu'elles ne seront jamais publiées. Donc l'histoire du deuil n'est pas forcément quelque chose d'une dramaturgie absolue, mais de dire il faut savoir lâcher la main du passé pour aller vers d'autres projets. Dans votre livre, vous partagez des souvenirs d'enfance, des années à grandir, dites-vous, dans une société qui ne craignait pas le deuil. Il n'était pas caché, il était présent dans nos vies. Aujourd'hui, on craint trop le deuil ? On craint tout, finalement, on cache tout, on cache nos vieux, on cache nos problèmes, on cache tout, on essaie de faire en sorte que rien n'apparaisse. Et moi, quand j'étais enfant, quand il y avait un deuil dans un escalier, j'étais dans une cité ouvrière, il y a en général la dame la plus âgée ou le monsieur le plus âgé du quartier faisait la quête chez tout le monde, et puis on payait un catafalque noir pour faire en sorte que les gens meurent chez eux, partent chez eux, quittent leurs racines pour un autre voyage, qu'importe ce voyage, mais en tout cas c'était le dernier voyage qui était accompagné par l'ensemble. On ne masquait pas la mort, on voyait le visage d'un défunt, et à force d'édulcorer cette société, on la rend plus dure. Vous avez rappelé vos origines, là, en quelques mots seulement, mais est-ce que vous estimez que l'ascenseur social est cassé en France ? Mais je pense qu'il n'a même jamais existé. La grande farce, c'est de laisser croire qu'il y a un escalier, il y a un ascenseur social. Or que c'est un escalier, il faut faire en sorte que ces marches, et ça c'est la responsabilité de la République, que ces marches soient équitables pour tous. Dans égalité, il y a équité, ce sens de l'équité, mais il va falloir avoir une dose d'effort et de courage et de verticalité. Donc l'ascenseur social a été une farce politique pendant des années. Il n'y a pas eu de chance, il n'y a pas eu d'ascenseur social. Dans nos quartiers, il y avait très peu d'ascenseurs, et quand il y avait des ascenseurs, et je me souviens du quartier des Molabés ou des Boulereaux, en général, c'était un endroit assez sordide, assez puant, et qui ne nous invitait pas à la confiance. Donc très rapidement, il faut apprendre à cette dose d'effort, de verticalité et de combat. J'avais fait un livre avec cette phrase de Bertolt Brecht qui disait « Celui qui ne combat pas a déjà perdu », mais c'est la racine de nos sociétés, mener le combat en toute verticalité. Mais je me souviens d'une phrase qu'un professeur au Japon me disait « Rien d'impossible à une amonette ». C'est ça qu'il faut véhiculer aujourd'hui, pas simplement l'idée qu'il y a un mécanisme qui va vous aider à vous élever socialement. C'est une blague, comme le fait de croire aux réseaux sociaux. Vous avez un vrai monde dans lequel nous sommes tous ancrés avec nos deuils, avec nos joies, avec nos peines. Et vous avez un monde parallèle qui est un monde à la Matrix, qui est autour de vous, qui vous fait être 15 secondes un type bien, 15 secondes un salaud, 15 secondes un délateur. Et c'est pas un vrai monde, c'est un monde à la Matrix. Donc moi, je suis dans le vrai monde, j'appartiens à ce genre du vrai monde et j'entends y rester. Et de diffuser cette image qu'à un moment donné, il faut reprendre confiance en soi. Dans confiance, il y a presque une étymologie du mot croyance. Je dois croire en moi déjà pour affronter cette société. Si je crois à des choses supérieures qui n'existent pas vraiment,
sur les réseaux sociaux, ça n'a aucun sens. Et de se remettre dans l'humain vraiment, dans cette force du combat, dans cette force de l'existence, dans cette force du rapport à l'autre, je trouve que c'est important, être derrière un écran pour envoyer des saloperies en veux-tu, en voilà, ça n'a aucun sens dans cette société. Je pense qu'on va, dans cette temporalité, Chronos, Kéros, Aion, dans Aion, c'est le cœur des choses, et je pense qu'on va revenir dans le cœur des choses et de pouvoir parler en one-to-one, et c'est pour ça que j'aimerais bien que ce nouvel gouvernement nous propose un débat apaisé. La prospérité nationale, votre prospérité projet nationale, moi je trouve que on va tous se souhaiter santé et prospérité. Je pense qu'il devrait y avoir un grand projet pour les 20 prochaines années de prospérité nationale. Et puis de déverrouiller ce qui ne fonctionne plus. Il faut accepter qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus, que la société s'est digitalisée. Quand je vois la puissance du digital et la lenteur du législatif, finalement entre le mur et l'affiche, il y a un paquet de colle qui fait que des gens créent des business qui ne valorisent personne, et aussi de créer aussi des modèles de mesure qui soient... Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise qui fait de la croissance si elle ne mesure pas son impact social et son impact environnemental? Ça n'aura aucun sens non plus. J'allais conclure en vous demandant ce que vous souhaitez pour 2025. Je pense qu'on va retenir prospérité nationale de cet entretien. Merci beaucoup Thierry Marx, c'était passionnant de vous recevoir. Merci à vous d'avoir été avec nous.